Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur vk.fr pour cette nouvelle webconférence. Troisième webconférence aujourd'hui du printemps de la recherche en éducation, cycle de 11 webconférences en ligne initiées et organisées par le réseau des INSPE qui a débuté le 29 mars dernier. Ce cycle se déroule du 29 mars au 1er juin 2021 et sera ponctué au final par une table ronde virtuelle le 31 mai. Alors pour rappel, le réseau des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation réunit les 32 INSPE et l'École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole, qui prépare au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation en France. Alors, le réseau des INSPE fédère ces établissements et conduit des projets structurants sur la recherche en éducation pour irriguer les formations et promouvoir les innovations pédagogiques. L'objectif de ce printemps de la recherche est de promouvoir et de mettre en évidence les apports des recherches en éducation et leur lien avec la formation des enseignants et personnels d'éducation. La formation des enseignants a besoin d'articuler les différents apports des recherches de manière interdisciplinaire et c'est là tout l'apport de ce cycle animé par le réseau des INSPE. Alors cette année, la thématique de cette 7e édition du Printemps de la Recherche est développer l'esprit critique des élèves, enjeu pour la formation des enseignants et personnels d'éducation. En vous inscrivant à cette webconférence, ou si vous étiez déjà inscrit à la première ou à la seconde, vous êtes automatiquement inscrit pour le cycle dans son ensemble. Vous pouvez retrouver toutes les dates de vos 11 rendez-vous jusqu'au 31 mai sur le site du réseau des INSPE, ainsi que sur la page dédiée sur vk.fr. Au cours de cette webconférence et de toutes les autres d'ailleurs, vous pouvez poser vos questions en direct aux intervenants via la fenêtre questions ou chatter qui se situe à droite de votre écran dans le petit logiciel de diffusion GoToWebinar. Profitez vraiment pleinement de cet outil à distance pour échanger en direct. Ce troisième rendez-vous aujourd'hui du Printemps de la Recherche est intitulé « Développer l'esprit critique des élèves, l'apport des sciences cognitives pour la formation des enseignants et personnels d'éducation ». Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Elena Pasquinelli et Monsieur Ludovic Morge. Monsieur Ludovic Morge, vous êtes professeur des universités et directeur de l'INSPE Clermont-Auvergne. Je vous passe sans plus tarder la parole et je vous souhaite une très bonne conférence. Monsieur Morge, c'est à vous. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis effectivement directeur d'INSPE de Clermont-Ferrand, mais je suis aussi vice-président du réseau des INSPE en charge de la recherche et de l'innovation. Et c'est donc moi qui vais avoir l'honneur et le plaisir de faire la modération de cette conférence et pour laquelle je suis ravi d'accueillir Elena Pasquinelli. Elena qui est responsable des actions de recherche, évaluation et recherche, et aussi coordinatrice de projets à la Fondation La Main à la Pâte, dont un projet sur l'esprit critique et l'esprit scientifique. Elena est également membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale et dans ce cadre, elle est co-responsable du groupe de travail Développer l'esprit critique. Elle est également associée à l'Institut Jean Nicot, avec lequel elle a notamment participé à un projet financé par l'Agence nationale de la recherche qui était dédié à l'éducation à l'esprit critique. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation et je vais vous retrouver après la conférence d'Elena, à qui je donne la parole tout de suite. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci d'être là. C'est toujours difficile de parler sans voir les visages des personnes avec lesquelles on est en train d'interagir. Donc, je vous invite à interagir effectivement via le chat. Et si on n'a pas le temps de répondre à la fin à toutes les questions, on m'a promis de me les envoyer et que je pourrais interagir avec vous via email. Donc, c'est une conversation qui démarre avec cette conférence. C'est pas une conversation qui se termine ici, j'espère, si l'argument vous intéresse. Je prends tout de suite mes diapos pour commencer à vous présenter les résultats d'un double projet, un projet de recherche qui a été, comme le disait Ludovic, financé par l'Agence nationale de la recherche
un projet dédié au développement de l'esprit critique et notamment à l'éducation à l'esprit critique, à la recherche à la fois d'une définition, et on commencera par cela, d'esprit critique, mais aussi des bases cognitives qui rendent possible les blocs de construction, disons comme ça, dans notre fonctionnement cognitif, qui rendent possible l'exercice de l'esprit critique, qui ont, on le verra, des atouts et naturellement des limites qu'on constate assez couramment, assez facilement dans notre vie quotidienne, et sur lesquelles donc, qui constituent donc une base sur laquelle l'éducation de l'esprit critique peut se ancrer en quelque sorte pour développer et dépasser les limites en question et nous rendre plus capables d'évaluer l'information, de nous faire des opinions correctes, d'apprécier, utiliser correctement les connaissances en les distinguant des opinions. Je disais un double projet parce que ce projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche a insufflé aussi des thématiques, des contenus scientifiques au sein d'un groupe de travail qui s'est constitué à l'intérieur du Conseil national de l'éducation, le Conseil scientifique de l'éducation nationale, un groupe de travail que j'ai coordonné avec Gérald Bronner et qui avait le même objectif, identifier les bases de l'esprit critique et identifier des stratégies éducatives pour développer l'esprit critique qui soient éclairées par cette compréhension scientifique des bases cognitives de l'esprit critique. Donc, je pense qu'on rejoint pleinement les objectifs de ce séminaire, de cette série de séminaires que vous êtes en train de suivre, avec cet objectif qui nous est commun, c'est celui de développer l'esprit critique de nos élèves et pourquoi pas le nôtre en même temps, parce que ce n'est pas un objectif termine le jour où on sort de l'école, où on pourrait se sentir définitivement éduqué à l'esprit critique. Je vous disais que dans le cadre du projet de recherche, comme dans le cadre du groupe de travail du Conseil national, du Conseil scientifique de l'éducation nationale, on est parti d'abord avec un but très simple, c'était la recherche d'une définition. Vous direz, mais pourquoi chercher une définition de l'esprit critique? En fait, tout le monde sait ce que c'est que l'esprit critique, on en parle tout le temps, on en parle dans les journaux, on en parle à l'école, c'est dans les programmes. Pourquoi perdre du temps avec ce travail de philosophe, au fond, qui est celui de la recherche d'une définition? Eh bien, parce qu'en réalité, malheureusement, ce terme, ce concept d'esprit critique est un concept qui est extrêmement vague et que chacun d'entre nous utilise d'une manière un tout petit peu différente. Souvent, il n'est pas uniquement utilisé de manière vague, mais on voit ce terme utilisé avec des significations qui sont presque opposées. On en entend parler comme d'une attitude de doute généralisée où il faudrait jamais, à aucun moment, accepter quelque chose comme vrai, comme stabilisé. Il faudrait continuellement, tout le temps, continuer à douter de tout. Ou alors, il s'agirait plutôt de rester ouvert à toutes les opinions possibles, ou alors de mettre toutes les opinions sur le même plan, parce qu'au fond, il n'y en a pas une plus valide, plus vraie, plus solide qu'une autre. Toutes les opinions, au fond, se valent, d'où cette idée de rester ouvert à tout. La première réflexion qu'on a eue dans les deux groupes, à la fois dans le projet de recherche et dans le groupe de travail, était celle de se dire c'est très risqué de laisser penser que l'esprit critique peut être toutes ces choses différentes. C'est très risqué parce que derrière certaines de ces significations qu'on vient de voir, après se cachent des risques. Par exemple, si on met tout en doute, si on n'est pas prêt à un certain moment à distinguer entre quelque chose une opinion qui est plus solide d'une autre, ou à distinguer entre une connaissance bien établie et une opinion, on risque de terminer dans un relativisme général, voire dans une forme de complotisme où on ne peut plus croire à rien parce que tout le monde pourrait nous tromper, ou dans une forme de relativisme où on aurait du mal à faire des choix raisonnés parce qu'au fond, si toutes les opinions se valent, s'il n'y a pas des connaissances plus solides que d'autres pour orienter nos choix et nos décisions, alors comment faire?
Comment faire pour choisir? Et à la fin, cette attitude de doute ou d'ouverture absolue nous font terminer pour ne croire qu'aux choses qu'on croyait déjà, pour nous attacher à nos idées préalables et pour ne plus être capable de profiter de toutes les connaissances qui, au fond, nous sont mises à disposition et qui existent dans notre environnement. On voulait aussi, par une définition, être aussi opérationnel que possible. Quand on trouve parfois des définitions d'esprit critique, elles font référence à un tas de capacités. Un esprit critique ou quelqu'un qui a un esprit critique, alors serait quelqu'un qui sait raisonner, qui sait lire, qui sait interpréter, qui sait analyser, qui sait évaluer l'information, qui sait s'exprimer, qui sait être clair, etc., etc., etc. Or, toutes ces capacités composent bien sûr un être humain bien dans sa peau et bien développé et avec des belles capacités. Mais si on voulait, en éduquant l'esprit critique, adresser toutes ces capacités, notre tâche deviendrait infinie. Il y avait donc besoin de resserrer un tout petit peu la définition, la notion d'esprit critique pour que cela devienne opérationnel, c'est-à-dire qu'on puisse effectivement se dire, bon, si l'esprit critique est cette chose-là, je pourrais mettre en place les stratégies suivantes pour développer spécifiquement cette capacité-là et je serai aussi capable d'évaluer si ces capacités-là ont été développées ou pas développées. Donc voilà ce double objectif de fournir une définition d'esprit critique qui soit à la fois claire, opérationnelle, mais aussi qui nous permettent de ne pas tomber dans certaines acceptions, dans certaines significations d'esprit critique qui sont risquées. Celle du doute généralisé, celle du relativisme, celle d'une ouverture qui n'est plus capable de distinguer entre les opinions et les connaissances. Et dans la définition qu'on est allé chercher, on est tombé en réalité sur un concept qui, juste à l'apparence, est opposé à celui d'esprit critique, mais qui, en réalité, à son cœur, est vraiment au cœur même de l'idée d'esprit critique. Et c'est la notion de confiance. Si vous y réfléchissez, nous dépendons tout le temps, tous les jours, par la plupart des choses que nous faisons, que nous connaissons, nous dépendons des autres. En fait, nous utilisons toute une masse de connaissances qui ont été produites par les autres êtres humains avant nous, qui sont produites en même temps que nous et que nous exploitons. Il ne s'agit donc pas, quand on fait exercice d'esprit critique, de douter de tout cela, mais de savoir choisir, de savoir à qui faire confiance, quel contenu et quelle source méritent notre confiance et qu'on peut donc utiliser, exploiter dans un sens positif pour orienter nos décisions, orienter nos opinions, mieux comprendre le monde qui nous entoure et prendre des décisions qui donc sont en phase avec cette compréhension du monde qui nous entoure. Or, pour faire confiance, pour exercer cette confiance de façon non en blanc, je fais confiance à tout le monde ou je ne fais confiance à personne, mais pour exercer cette confiance de manière raisonnée et raisonnable, ce qu'il faut être capable de faire, les capacités nécessaires sont les capacités qui sont essentiellement liées à l'évaluation des informations. Il s'agit donc d'être capable d'évaluer si les informations qui nous sont présentées, les contenus, les opinions, les arguments, ont de bonnes chances d'être correctes. Si donc, par exemple, les sources qui nous présentent ces informations sont des sources fiables, si les contenus de ces informations sont plausibles par rapport à la masse des connaissances que nous avons déjà, si les arguments sont pertinents, s'ils portent vraiment sur les contenus de l'information, et si enfin ces contenus sont appuyés par des preuves, des faits de bonne qualité obtenus par des méthodes qui permettent effectivement de distinguer entre des faits et des simples opinions ou des simples témoignages. Comme je vous le disais, au cœur donc de la définition même d'esprit critique qu'on a donnée à la fois au sein du projet de recherche et à la fois au sein du groupe de travail du Conseil scientifique de l'éducation nationale, se trouve cette idée de confiance bien placée.
C'est un concept très important à mettre vraiment en opposition avec les idées, d'autres idées qui s'associent trop souvent à celles d'esprit critique, les idées de défiance ou de méfiance. Faire développer l'esprit critique de nos élèves ne veut pas dire transformer nos élèves en des jeunes et en des adultes qui se méfient systématiquement de tout et de tous, parce que cela les rendrait incapables d'exploiter, de profiter de cette belle quantité d'informations et de connaissances que le monde leur met à disposition, l'information, les médias, les autres. Il s'agit au contraire de les rendre capables, de leur donner la puissance de pouvoir bien exploiter toute cette masse de connaissances, et c'est pour cela que l'esprit critique en tant que confiance bien placée, est la clé. Voilà donc la définition de laquelle on est parti pour ensuite s'interroger, grâce aux outils de la recherche en sciences cognitives, sur les bases cognitives, les bases dans notre fonctionnement cognitif, dans notre fonctionnement mental, cérébral, de l'esprit critique. En effet, si on ne fait pas ce pas-là, comment va-t-on savoir éduquer cet esprit critique? Si on ne connaît pas sur quoi il se base, qu'est-ce qui le rend possible, ou s'il existe des obstacles majeurs dans notre fonctionnement cognitif qui le rendraient impossible à développer, si on ne se pose pas cette question-là, comment développer des outils pédagogiques qui correspondent à notre fonctionnement cognitif réel? Ça a été notre question fondamentale, et je pense que d'une façon plus générale, c'est une question qui est très importante pour l'éducation aujourd'hui, pour identifier des stratégies éducatives qui ont des bonnes chances de marcher, de produire les effets, d'atteindre les objectifs désirés, de s'interroger sur la base cognitive, de mieux apprendre à connaître notre fonctionnement cognitif pour trouver là-dedans des ancrages pour notre stratégie éducative, mais aussi des obstacles qu'il faudra donc connaître pour pouvoir efficacement, en bonne connaissance de cause, chercher ensuite à les dépasser. D'où le rôle, à mon avis, des sciences cognitives, effectivement, de manière plus générale, dans l'éducation. Cette conférence, cette intervention sur l'esprit critique est pour moi un exemple de cet aspect plus général de la rencontre entre les sciences cognitives, du coup, et l'éducation. Naturellement, si on se base que sur cela, c'est-à-dire sur une meilleure connaissance des processus cognitifs, d'apprentissage, de mémoire, de raisonnement, de perception, des émotions, etc., si on ne se base que sur cela, on pourra juste envisager des stratégies pédagogiques qui ont des bonnes chances de marcher, mais on ne saura pas si elles marchent vraiment. Pour savoir si elles marchent vraiment, il faut ensuite ces stratégies pédagogiques qui ont subi ce processus d'ingénierie par la connaissance, les tester pour de vrai dans des situations réelles. Et même en phase de conception, il est important que la communauté scientifique ne soit pas seule à envisager et à comprendre le fonctionnement cognitif, mais qu'il s'agisse d'une réelle collaboration entre les deux communautés des éducateurs et des chercheurs. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que je vais donc vous présenter dans le cadre du groupe de travail dont je vous parlais, qui a produit un rapport sur l'éducation à l'esprit critique, et ce rapport est le résultat conjoint des efforts d'interrogation à la fois de chercheurs en sciences cognitives, en philosophie, sur le raisonnement, et d'éducateurs, d'inspecteurs, enseignants de l'école primaire, professeurs du collège, du lycée, etc. Donc, revenons maintenant à nos contenus. Est-ce que nos ambitions sont réalistes? Est-ce que l'idée, on veut éduquer les élèves à l'esprit critique, développer l'esprit critique des élèves selon la définition que j'ai donnée, des capacités à évaluer l'information, sa qualité, ses sources, ses contenus sur la base de critères bien précis, et du coup de calibrer sa confiance, de jauger si une certaine information mérite ou pas notre confiance. Est-ce que pour cela, il existe des bases cognitives qui rendraient l'entreprise réaliste? Alors, bonne nouvelle, c'est que
en dépit du fait qu'on se critique tout le temps, dans un autre sens du mot critique, vous voyez combien il est polysémique, et qu'on se dit tout le temps qu'on se trompe, on se laisse tromper par les fake news, on se laisse tromper par la désinformation, on ne sait plus comment s'y prendre, en dépit du fait qu'au quotidien, on a cette sensation d'être perdu, et c'est une sensation réelle, parce que nous sommes submergés par beaucoup d'informations, en dépit de cela, en fait, nous faisons preuve, tous les jours, d'esprit critique. Je vous en donne un exemple très simple sur la base de la définition qu'on a donnée. Imaginez de passer devant un restaurant d'une ville que vous ne connaissez pas et vous avez faim, vous voulez entrer dans le restaurant. Vous regardez le restaurant et vous vous dites je connais ce type de restaurant, c'est un restaurant français, de cuisine française. Typiquement, la cuisine française, elle est bonne, je me base sur mes connaissances préalables. L'odeur, elle est bonne, on sent que la cuisine a une bonne odeur, il y a du monde à l'intérieur, c'est un autre signe que ces restaurants, ils pourraient être bons, mais certes, il pourrait quand même être un restaurant pour touristes, je vois les nappes, je vois là l'inscription cuisine traditionnelle. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là en ces moments? Eh bien, vous êtes en train d'exercer votre esprit critique. Vous êtes en train d'exercer votre esprit critique en analysant des contenus d'information et en les mettant contre votre première impression, votre première affirmation. Je pense y aller parce que je pense que ce restaurant est bon. Vous collectez des preuves. Il est bon, il a une bonne odeur. Il y a des gens à l'intérieur, typiquement, c'est parce qu'un restaurant, il est de bonne qualité. C'est une typologie connue. Je me base sur mes connaissances préalables, comme je vous disais. Et après, vous amassez d'autres preuves, d'autres faits, d'autres observations. Oui, mais ça pourrait être pour touristes. Et là, vous êtes en train de faire bouger votre petit curseur de confiance. Au début, aux premières impressions, vous étiez très confiante dans votre première impression, votre première idée, c'est un bon restaurant. Petit à petit, vous bougez sur ce curseur sur la base de cette accumulation d'observations, de preuves, d'arguments, de critères que vous êtes en train d'analyser tout à fait implicitement, sans presque sans même y réfléchir, sans le faire certainement à haute voix. À un certain moment, du restaurant sort quelqu'un. C'est l'occasion rêvée pour poser des questions à cette source secondaire. Jusqu'ici, vous étiez la source de vos informations. Maintenant, vous avez une source extérieure à laquelle vous pouvez demander son opinion. Donc, vous demandez, excusez-moi, madame, monsieur, vous sortez du restaurant, j'aimerais savoir est-ce que ce restaurant, il est bon ou pas? Et la personne en question, elle vous répond, mais oui, c'est un très bon restaurant, il faut absolument y aller. Donc, votre confiance, elle monte par rapport au restaurant. Et la personne continue. Mais vous savez, c'est encore mieux que d'aller manger à McDonald's. Vous avez un moment d'hésitation, votre confiance immédiatement se met à baisser. McDonald's, à ce que je sache, ce n'est pas vraiment un bon restaurant. Ce qui veut dire que cette source d'information n'est pas vraiment experte dans le domaine du bien manger. La personne, elle continue. Et en plus, vous savez, le restaurant, il appartient à mon cousin. Oups. Ça, c'est un autre critère que vous mettez dans votre besace d'analyse, d'évaluation de l'information, cette fois d'analyse et d'évaluation de la source, qui vous dit que la source, elle a probablement un intérêt privé de famille, justement, pour vous envoyer dans le restaurant. Et voilà que votre confiance se met à baisser. Vous êtes en train, du coup, dans une situation très quotidienne, très simple, de faire preuve d'esprit critique au sens d'évaluer les contenus d'une information, d'accumuler des preuves pour peser cette information et sa qualité et d'évaluer une source d'information, de vous demander si elle est experte, de vous demander si elle est bienveillante par rapport à vous, suffisamment experte et bienveillante pour pouvoir la considérer comme une source fiable d'information. Mais vous direz, nous sommes des adultes, nous faisons ça parce que nous avons appris petit à petit à le faire. Or, la littérature en psychologie du développement, en sciences cognitives, en psychologie du raisonnement, nous dit qu'en fait, les capacités qu'on vient de décrire chez l'adulte devant ce restaurant, devant ce choix un peu trivial, mais juste pour vous dire combien c'est quotidien l'exercice de l'esprit critique, eh bien, ces capacités et ces motivations
à l'exercice de l'esprit critique. Là, vous étiez motivé par le fait de vouloir choisir quelque chose qui vous plaise, qui vous fasse plaisir, qui vous donne une bonne récompense à travers bien manger. Ces capacités et ces motivations, l'enfant les a aussi. En fait, au cours des 20 dernières années, se sont multipliées les études qui montrent que même à l'âge préscolaire, les enfants d'âge de la maternelle, ne sont pas si crédules que ce qu'on pense. Ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas à Père Noël ou qu'ils ne croient pas à des choses bizarres, incroyables, qui nous paraissent franchement irraisonnables. Bien sûr qu'ils ont ce type de croyances, bien sûr que c'est relativement facile de les persuader à croire des choses bizarres. Mais réfléchissez-y, ils ont très peu de connaissances par ailleurs pour jauger de la plausibilité de ce que vous leur dites. Donc, la quantité de connaissances qu'on a est très importante pour ne pas tomber dans un certain type d'opinion ou croyances irraisonnables. Mais ce qu'on va voir chez les enfants très jeunes, à l'âge de 3 ans par exemple, c'est qu'ils ne sont pas indifférents à leur source d'information. Au contraire, ils sont déjà très sélectifs. Imaginez la situation expérimentale suivante, qui est une situation réelle. Je vous en raconte un seul cas, je vous en donne un seul exemple, mais ça raconte à peu près les méthodologies qui sont utilisées pour étudier cette capacité qu'on appelle de la vigilance épistémique ou de la sélectivité dans la confiance du petit enfant. Vous avez un enfant de 3 ans, âge de la maternelle. À un certain moment, il y a un adulte qui parle avec cet enfant, c'est sa maîtresse d'école. Et sa maîtresse d'école se met à nommer toute une série d'objets qui se trouvent là sur la table, dans la pièce, autour de l'enfant. Et elle commence par des objets que l'enfant connaît bien. Elle prend un crayon, elle dit ça s'appelle un crayon, un cahier, ça s'appelle un cahier. Après, elle prend un objet bizarre, laissez-moi trouver un objet bizarre, je vais fabriquer un objet bizarre. Elle prend un objet bizarre, elle dit, mon cher, celui-ci, il s'appelle un fipin. Très bien. L'adulte sort de la pièce. Un autre adulte entre dans la pièce, même caractéristique que le premier, mais le deuxième adulte n'est pas familier à l'enfant. C'est une maîtresse, mais d'une autre école, pas la maîtresse de l'école de l'enfant. Il ne l'a jamais vue auparavant. Ce deuxième adulte s'est mis à faire le même baratin que faisait le premier, c'est-à-dire s'est mis à nommer toute une série d'objets qui se trouvent autour de l'enfant. Il dit ça c'est un cahier, ça c'est un crayon. Quand le deuxième adulte arrive à l'objet mystérieux, le deuxième adulte ne l'appelle pas Fipin, elle l'appelle Medzes. Et sort. Immédiatement après, on demande à l'enfant de refaire lui-même le jeu et de nommer les objets qui sont autour de lui, y compris l'objet mystérieux que l'enfant ne connaissait pas et pour lequel il ne connaissait pas le nom. Ce qu'on veut voir par là, c'est si l'enfant est sensible à qui lui a donné l'information, car les deux adultes n'ont pas appelé l'objet de la même manière. Si l'enfant n'est pas sélectif du tout, si la source ne l'intéresse pas, s'il croit à tout le monde de la même manière, sans aucune sélection de sources, 50 cases sur 100, on aura des enfants qui disent Fipin et 50 fois sur 100, on aura des enfants qui disent Fépine, c'est-à-dire ça sera au hasard. Eh bien, ce n'est pas ce qu'on remarque. Ce qu'on remarque dans ce genre d'études, c'est que les enfants, en fait, choisissent. Et quand il s'agit d'apprendre un nouveau mot pour un nouvel objet, les enfants de 3 ans, dans la situation que je vous ai décrite, ils ont tendance à préférer des adultes qu'ils connaissent bien. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'utiliser un critère de familiarité pour choisir leur source. Des enfants plus grands, dans d'autres expériences, des enfants entre 5 et 7 ans, mettent en évidence d'autres critères. Si l'adulte qui leur est très familier, qu'ils connaissent bien, se trompe sur beaucoup trop de choses, par exemple, l'adulte, quand elle a un cahier dans les mains, elle l'appelle pas un cahier, mais elle l'appelle une balle. Quand elle a un crayon, elle l'appelle un ordinateur.
Eh bien, on remarque que dans ce cas-là, l'enfant, il change de source et il se met à préférer une source moins familière, mais plus experte, c'est-à-dire une source qui ne s'est pas trompée auparavant. Ce qui veut dire que les enfants, même avant d'aller à l'école ou au début de leur école primaire, sont capables d'utiliser, ont la motivation et sont capables d'utiliser des critères spontanés d'une manière un peu naïve pour évaluer leurs sources d'information. Et on remarque les mêmes attitudes et des capacités analogues pour évaluer les contenus de l'information. Par exemple, la plausibilité d'une information. Si une information est crédible, bien sûr, par rapport à ce qu'ils savent déjà, d'où l'importance des connaissances préalables que l'on possède. Non seulement, mais des enfants encore plus jeunes, en dépit de ce qu'on pensait jusqu'à il y a un peu moins de 20 ans, les sciences avancent. Il faut tenir derrière. La recherche scientifique avance. Les enfants encore plus jeunes, ils sont capables de se faire des petits jugements sur eux-mêmes, de confiance par rapport à ce qu'ils savent ou à ce qu'ils ne savent pas. Ça peut paraître très surprenant parce que quand on demande de verbaliser à l'âge de l'école primaire, de l'école élémentaire, les enfants ont tendance à être très surconfiants. Si on leur explique quelque chose et qu'après on leur demande « mais tu penses l'avoir su avant ?» ils ont tendance à dire « oui, oui, je l'ai toujours su ». Si on leur demande « est-ce que tu sais ça ?» ils vous disent « oui, 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 je connais, je connais, je connais ». Donc, quand ils verbalisent, on a l'impression qu'ils sont incapables d'évaluer leur propre connaissance et donc de se faire trop confiance, de ne pas être calibrés, sensibles à leur confiance. Mais on s'aperçoit que des enfants de 18 mois, 16 à 18 mois, donc très très jeunes, ont en réalité déjà un noyau de capacité de jauger s'ils savent ou s'ils ne savent pas, dans des conditions qui sont très, comment dirais-je, très motivantes pour le petit enfant. Par exemple, on lui cache un très bon cookie au chocolat dans une boîte. Après, s'il y a 2 boîtes, on cache le cookie dans l'une des 2 boîtes. Et on demande à l'enfant, pointe le cookie et je te donne le cookie. Bah, c'est facile. L'enfant, il pointe et il obtient son cookie. Mais dans certaines situations, si on attend quelques minutes, à cet âge-là, plus jeune que 2 ans, la mémoire est très courte. Les enfants oublient très vite où le cookie a été caché. Et on utilise cette chose-là dans des expériences pour voir si l'enfant se rend compte qu'en fait, il ne sait plus où se trouve le cookie. Et on s'aperçoit qu'effectivement, plus on attend après avoir caché le cookie pour lui demander « et alors, pointe le cookie », plus l'enfant non seulement hésite, mais a tendance à demander l'aide d'un adulte qui se trouve à côté pour obtenir son cookie parce que, comme je vous disais, c'est quelque chose de très motivant. Du coup, on se trouve avec un noyau de capacité d'esprit critique, de base de l'esprit critique, des briques de construction de l'esprit critique qui sont là et qui rendent l'enfant non pas crédule, mais capable de cette subtilité face à l'information et face à ses sources. Et alors, vous allez me dire, mais alors comment on s'explique si l'enfant a déjà toutes ces capacités qu'à l'âge adulte, on se trompe, on tombe dans des fake news, on tombe pour des idées bizarroïdes. Qu'est-ce qui se passe? On se gâte, c'est la faute aux médias. C'est la faute au monde extérieur qui ruine nos magnifiques capacités mentales de quand on était tout jeune, tout petit. Ah non. Le fait est, bon, peut-être aussi, mais bon, le fait est que, en réalité, les capacités dont je vous ai parlé, elles sont là, elles sont une base, un ancrage pour éduquer à l'esprit critique, mais elles ne sont pas suffisantes. Elles ont des fortes limitations. L'enfant, il se base sur des critères, comme celui de l'expertise de l'adulte, mais il juge l'expertise de l'adulte sur la base d'indices qui sont disponibles immédiatement, très directs. Je le connais pas.
il a bien nommé 3-4 choses que je connais. Ou, c'est d'autres études, il parle mon dialecte. Et oui, les enfants ont tendance à faire plus confiance à un informant, un informateur qui parle leur dialecte. Ou il utilise une grammaire correcte. Oui, ça, c'est d'autres études. Vous voyez, c'est des indices qui sont des indices faciles à juger, rapides, immédiatement perceptibles. Ils ne sont pas très profonds, ils ne sont pas très sophistiqués et ils ne vous permettent certainement pas de faire face à des sources d'informations nouvelles par rapport à notre cerveau ancien. Toutes les capacités que je vous ai racontées, les briques de construction de l'esprit critique, elles sont là parce qu'elles sont le fruit aussi d'une longue histoire évolutive qui a structuré nos capacités pour répondre à des environnements relativement simples. Nous nous trouvons aujourd'hui dans un monde hyper complexe, beaucoup d'informations qui nous viennent de sources qui ne sont pas transparentes, des gens que je ne connais pas, pour lesquels il est très difficile de juger l'expertise, de juger leur motivation. Et en fait, des études nous montrent que l'enfant à l'école élémentaire, en dépit du fait qu'il a toutes les capacités que je vous ai racontées auparavant, il se trouve très limité face à des informations qui lui viennent par Internet, par exemple, parce qu'il est capable, dans un texte sur Internet, de juger s'il est bien écrit, entre guillemets, hein, s'il y a des fautes ou pas des fautes, s'il se présente bien, mais il n'est pas capable de juger si ce texte, en fait, correspond à des sources fiables et à des contenus plausibles ou pas. Et c'est là que nous entrons en jeu, naturellement. Nous entrons en jeu en comprenant à la fois, je le répète, les atouts, les capacités que l'enfant a déjà, sur lesquelles on peut se ancrer, qu'on peut utiliser, exploiter, qui constituent notre base d'éducation de l'esprit critique, mais en comprenant aussi ce qui limite notre esprit critique. Alors, où sont les limites de notre esprit critique? Par exemple, pour bien juger d'une source dans le monde contemporain, il faut connaître comment les sources, elles mettent à disposition les contenus, comment fonctionne Internet, comment fonctionne Wikipédia, qui sont les sources qui se cachent derrière un site web. On n'est pas de la licence, on n'a pas la capacité naturellement à juger ces genres de sources. Ça s'apprend. Ce sont des outils qu'on rajoute à la boîte à outils naturels que nous avons déjà, cette connaissance de qui se cache derrière, comment je détecte les bonnes sources, qui sont les bonnes sources. Dans un argument scientifique, qui sont les sources les plus fiables? Est-ce que c'est l'Institut Pasteur ou est-ce que c'est le site web Vérité Maintenant? Ça s'apprend. Ce sont des connaissances qui vont enrichir les critères que naturellement l'enfant utilise déjà pour évaluer les sources. Ils vont enrichir sa boîte à outils à la place de se baser que sur la familiarité ou sur une expertise rapidement évaluée. L'enfant va pouvoir se baser sur les connaissances que nous lui fournissons à l'école pour bien comprendre les sources, mais pas que les sources, aussi pour bien comprendre les contenus. Il s'agit alors de nourrir, d'outiller aussi les critères que l'enfant utilise pour juger la plausibilité d'une nouvelle information. Et pour cela, il faut lui donner des connaissances, parce que c'est en augmentant son base des connaissances qu'il va avoir une base suffisamment large pour évaluer si une nouvelle information qui lui arrive sur l'énergie, sur les cristaux, sur les remèdes pour la santé est plausible ou pas. Et en même temps, il s'agit de lui fournir, rôle fondamental de l'éducation scientifique et de l'éducation aux mathématiques, des critères qui lui permettent de juger si les preuves, et de l'éducation en histoire naturellement, en géographie, si les preuves qui lui sont fournies, si les faits sont là ou sont pas là. Quelles sont les bonnes méthodes pour déterminer les bonnes formes d'observation, d'expérimentation, pour déterminer si un fait est tel ou n'est pas tel? Eh bien, tout cela, si on ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas par nous-mêmes, spontanément. L'école a un rôle fondamental, donc, pour nourrir ces critères que l'enfant a déjà avec des outils sophistiqués, avancés et adaptés au monde contemporain, aux sources qu'il va rencontrer, qui font partie de son panorama, et aux contenus qu'il va rencontrer, qui vont faire partie de son panorama. Il y a aussi un troisième obstacle au-delà du manque d'outils fins
pour l'évaluation des sources et des contenus, c'est du côté de la motivation. C'est-à-dire qu'il faut accepter et admettre que la vérité n'est pas toujours notre premier objectif. Là, on est en train de mettre tout l'accent de l'esprit critique sur l'idée d'évaluer correctement si une source, si un contenu sont fiables, correspondent à la réalité. Mais très souvent, quand l'adolescent, l'enfant, l'adulte partagent des informations sur Internet ou cherchent des informations sur les réseaux sociaux, ils ne le font pas vraiment à la recherche de quelque chose de vrai. Très souvent, quand nous échangeons des informations, notre objectif, c'est de créer un lien, de se faire du prestige. Je partage mes informations, tout le monde va voir que je connais plein de choses et donc d'obtenir de followers, des gens qui vont nous suivre, mais aussi tout simplement de participer à un groupe où certaines idées fonctionnent et certaines idées permettent cette appartenance. Je pense par exemple au groupe de terraplatistes, ceux qui pensent, croient ou disent croire que la Terre est plate. Eh bien, si demain je partage une information sur la Terre plate sur mes réseaux sociaux, je vais trouver immédiatement des amis, un groupe qui va m'accueillir. C'est le groupe des terraplatistes qui va dire « Viens avec nous, on va se retrouver tous les jeudis pour des dîners virtuels désormais et discuter de combien c'est plate, combien la Terre est plate. » Donc, vous voyez que dans notre échange d'informations, il n'y a pas, et dans notre recherche d'informations, il n'y a pas que la recherche de la vérité, il y a la recherche d'appartenance à un groupe social. Et parfois, quand on juge que les gens sont un peu stupides parce qu'ils croient à des choses bizarres ou que les adolescents sont bizarres parce qu'ils croient à des choses bizarres, parfois il faut se poser la question s'ils y croient vraiment ou si leur problème en ce moment-là, c'est un problème de vérité, d'établir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, ou si leur problème, c'est tout simplement un problème d'appartenir à un groupe ou à un autre. Et on répondra à ces adolescents, à ces enfants, à ces adultes d'une manière différente du moment où on aura compris quelles sont les motivations qui sont derrière une certaine prise de parole, une certaine prise de position. Je termine avec une partie pratique, c'est-à-dire, bon, ok, d'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, à partir d'une définition, à partir d'une approche cognitive, disons comme ça, d'une approche par qu'on a sur notre fonctionnement mental, ses atouts, ses limites, est-ce qu'à partir de là, on peut distiller quelques indications pratiques pour l'éducation de l'esprit critique? Et bien, j'espère bien que oui, parce que sinon, ça ne servirait pas à grand-chose de faire tout ce travail du moment qu'on le fait pour l'éducation. Je pense que la première chose qui découle, et j'ai essayé de vous la faire aussi percevoir au fil des choses que je disais, c'est qu'il faut se focaliser, partir du coup sur ces capacités que l'enfant il a déjà. Et il faut du coup se mettre en tête que développer l'esprit critique des élèves, œuvrer au développement de l'esprit critique des élèves ne signifie pas créer des nouvelles capacités qu'ils n'ont pas, ce qui serait une tâche titanesque, vraiment un peu trop pour nous. Il s'agit d'outiller une boîte à outils qu'au fond, ils ont déjà. Leur fournir des stratégies, leur fournir des connaissances sur les bonnes sources, sur comment on cherche les bonnes sources, sur comment on distingue les bonnes sources, connaissances sur les méthodes de la science, sur les méthodes de l'histoire, sur les méthodes pour bien observer, sur les méthodes pour bien distinguer une opinion et une connaissance, leur fournir beaucoup de connaissances sur notre monde, sur notre histoire, de manière à leur donner une base solide pour évaluer la plausibilité d'une nouvelle information. Et de cette manière, notre objectif devient celui, non pas de créer un esprit critique, mais de permettre aux enfants, aux adolescents, aux adultes d'exercer leur capacité d'esprit critique d'une manière avancée, d'une manière outillée. Quel type d'outils? On vient de le dire. Outils pour arriver à déterminer la fiabilité d'une source, savoir se demander et savoir établir si elle est compétente, si elle est experte dans un domaine. L'Institut Pasteur est expert et compétent dans les domaines des vaccins, des maladies infectieuses. Le site de La Vérité Autrement, probablement, il ne l'est pas. Si la source a un intérêt à nous tromper ou pas, s'interroger, savoir comprendre quelles peuvent être les motivations des autres à partager une certaine information. Savoir s'interroger, savoir rechercher si plusieurs sources convergent, savoir les croiser et vérifier si elles convergent sur une même position, sur une même opinion. Savoir rechercher les preuves
à l'appui des contenus. Savoir, comme je vous disais, comprendre pourquoi certaines méthodes me permettent d'arriver à des faits plus solides, par exemple en histoire, par rapport à une autre méthode ou à de la simple intuition. Comprendre que quand un historien vous dit qu'il y a eu l'Holocauste, il est en train de se baser sur des faits établis grâce à une méthodologie rigoureuse qui sont très différentes, qui est très différente de la simple intuition ou de l'envie de croire. Apprendre à évaluer les arguments à l'appui, apprendre à reconnaître des arguments qui sont pertinents ou pas pertinents pour discuter de certains arguments. Si je suis en train de parler de vaccins, me limiter à parler du fait que mon cousin, il se vaccine, mais ce n'est pas une personne très intelligente, ce n'est pas un argument pertinent, ça n'a rien à voir avec le contenu de la vaccination. Et après, savoir, comme je disais, évaluer la plausibilité. Donc, en tête, j'aimerais vous laisser cette image de la boîte à outils, en fait, de cette boîte à outils un peu naïve, enfantine, avec laquelle on vient au monde, qu'on développe au cours de nos premières années de vie, qui nous sert plus ou moins à évaluer les sources, les contenus dans des contextes familiers, simples, par rapport à des contenus du quotidien. Et cette boîte à outils, l'école, à partir de la maternelle, de l'école primaire, du collège, du lycée et après, va continuer à la nourrir de nouveaux outils. C'est comme si on essaie avec un marteau qui nous permet de faire certains ouvrages, certains travaux à la maison, mais qu'à un certain moment, on se rendait compte qu'on veut ouvrir une porte dans un mur. Et pour cela, le marteau de notre boîte à outils un peu, voilà, premier achat, n'est pas suffisant. Il faut un marteau spécialisé. Et c'est ça l'objet de l'école, l'objectif de l'école, c'est de fournir au fur et à mesure, dans le long terme, ces outils adaptés à une analyse sophistiquée, une évaluation sophistiquée des informations, sources et contenus, et à une calibration de notre propre confiance. Et pour cela, je répète, parce que trop souvent on oppose l'esprit critique comme une sorte de capacité générale au fait d'éduquer et de posséder des connaissances, posséder beaucoup de connaissances, éduquer en fournissant des connaissances à nos élèves est très important parce que ça va constituer leur base de départ pour évaluer la crédibilité et la plausibilité des informations qui leur sont données. Elena, un autre élément qui découle. Oui, je et ça, j'ai terminé avec ça. Elena? Ah, elle n'a pas changé? Si, elle a changé. C'est le temps qui défile très vite. Oui, ça, j'ai terminé avec celle-ci. Parfait. Je termine avec cette idée juste de dire qu'il s'agit également d'aider l'enfant à développer ses capacités métacognitives, c'est-à-dire sa capacité à s'auto-évaluer, à évaluer sa confiance. Se poser constamment la question, est-ce que sur ça, je sais pas. Le petit curseur de confiance face au restaurant que je vous disais, cette information, elle me rend plus confiant. Cette analyse que je viens de faire de la source, elle me rend moins confiant. Habituer l'enfant, l'adolescent à faire cet exercice explicitement, à voix haute, avec nous tout le temps. Et l'habituer du coup à s'auto-évaluer ou à l'évaluer dans ce sens positif d'évaluation pour comprendre ce qu'on sait pas. Voilà quelques éléments qui découlent du coup d'une approche par la recherche, si vous voulez, à la notion d'esprit critique, mais qui ont donné lieu à une banque d'activités qu'on va bientôt mettre en ligne sur le site du Conseil scientifique de l'éducation nationale pour aider à mettre en place ce type d'éducation de l'esprit critique avec des petits conseils aussi sur comment éviter certains écueils et comment favoriser le transfert de l'apprentissage à l'école à l'apprentissage à la maison. Et voilà, terminé. Merci. Merci beaucoup. Je vais arrêter le partage, comme ça je vois directement. Voilà. Parfait. Je te remercie beaucoup pour cette présentation. Voilà, on est plus de 200 participants à avoir suivi cette conférence et 230 à la fin. Et donc, j'ai regroupé des questions. Donc, une première question simple de Jean Strajnik qui est le rapport du GT est-il public? Tu avais parlé au tout début de ta conférence d'un groupe de travail. Donc, voilà, c'est une question. On peut répondre rapidement. Public, publié, il est sur le site web du Conseil scientifique de l'éducation nationale, sur le site de Canopé.
Et je vous donnerai l'adresse. Normalement, avec ces diapos, vous aurez aussi l'adresse, mais je vous copierai l'adresse du coup dans le chat. Très bien. Merci beaucoup. Après, j'avais 3 questions autour des recherches que tu as présentées. Donc, je te propose de les regrouper, de te les poser les 3 ensemble et du coup, tu pourras développer plus ou moins. Alors, pour dire, donc j'ai fait une partie des questions sur les recherches, des questions sur l'école inclusive, enfin une question sur l'école inclusive et 2 questions sur des pratiques de classe. Alors, concernant la partie recherche, il y a 3 questions. Donc, la première, c'est l'esprit d'examen participe-t-il à l'élaboration de l'esprit critique? Ne serait-ce pas alors les compétences d'observation, d'attention qu'il importe de développer auprès des élèves pour édifier progressivement cet esprit critique? Une deuxième question qui est, avez-vous interrogé les professeurs, c'est de la méthodologie, avez-vous interrogé les professeurs documentalistes au moment de vos travaux de recherche, dont une des missions est de développer l'esprit critique chez les élèves? Donc la première question, c'était Josiane Morel, la deuxième question, c'est Virginie L'Enfant. Et une troisième question qui nécessitera, je pense, un peu plus de développement, vous avez indiqué que plus le niveau de connaissance est élevé, plus on aura de chances de pouvoir exercer l'esprit critique. Et en effet, une ignorance totale peut être une limite. Toutefois, certaines études, donc, que tu verras après, voilà, je ne vais pas citer, ont démontré que les individus qui avaient le plus de connaissances sur un sujet particulier étaient moins à même d'accepter de réinterroger ou remettre en cause ces dernières. Pensez-vous que l'on puisse dire que le niveau de connaissance peut être une limite et comment pourriez-vous expliquer cette attitude? Voilà les 3 questions à propos des recherches. Elles sont super. Je pars de la plus simple, c'est-à-dire de si on a à impliquer les profs documentalistes dans la rédaction du rapport. Oui, bien sûr, indispensable, absolument indispensable, et le CLEMI. Et beaucoup des activités qu'on met à disposition viennent de profs documentalistes et du CLEMI. D'autres viennent de profs de sciences, mais voilà, il y a une grande variété. L'esprit critique n'est pas l'apanage d'une discipline. Et naturellement, l'esprit transversal des profs documentalistes est bien représentatif de cette idée d'interdisciplinarité de l'esprit critique. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Donc, merci pour la documentaliste, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Capacité d'observation, oui. Heureusement, dans les programmes, et ça c'est un message important, nous avons la possibilité d'adresser l'esprit critique, non seulement à partir de contenus, mais aussi de capacités, des savoir-faire, des compétences qui sont listées dans les programmes. Et bien sûr, surtout pour les enfants les plus jeunes, l'idée de développer leur capacité d'observation. Qu'est-ce que ça veut dire qu'observer? Qu'est-ce que c'est bien observer? Ce n'est pas que des sciences, c'est bien observer. Ça veut dire aussi, je sais bien décrire, je sais utiliser des critères, un vocabulaire pour observer et ensuite décrire ou me préparer à l'observation. Je sais que si j'observe une seule fois, un seul jour, ça ne suffira pas. C'est savoir faire ensuite des graphiques, des données. La capacité d'observation est transversale de nouveau à toutes les disciplines et elle est fondamentale au sein de l'esprit critique à utiliser tous les jours. Parce que tous les jours, vous n'allez pas faire, et nos élèves ne vont pas faire des expériences scientifiques avec un groupe de contrôle, mais tous les jours, on observe le monde autour de nous et tous les jours, on fait des inférences à partir de là. Donc, capacité absolument fondamentale à mettre très, très haut dans les évaluations aussi des capacités de nos élèves. La question des connaissances, elle est terrible parce que c'est vrai qu'il y a cette terrible fourchette entre je sais beaucoup, je ne sais pas trop. Et là, ça nous pose plein de questions et plein de problèmes. C'est pour ça qu'il faut la discuter avec les élèves, de façon comme ça, explicite. Qu'est-ce qui se passe quand on sait des choses? Alors, quand on sait, mais on ne sait pas assez, une chose qui se passe très, très fréquemment, ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger, quelqu'un lui a donné un nom, c'est qu'on a l'impression de savoir plus. Les gens se surestiment d'autant plus qu'ils savent, mais pas assez. L'autre chose, c'est que le fait de posséder des connaissances a un impact sur la curiosité. Et c'est exactement, je pense, le cœur de la question. C'est-à-dire, un enfant, même petit, qui n'en sait rien d'un champ, qui est abandonné à lui-même face à une machine à explorer, il risque de l'explorer un tout petit peu et après d'arrêter. Si l'adulte, parce qu'il a zéro connaissance, si l'adulte lui explique tout le fonctionnement de la machine, ça marche comme ça, on peut faire comme ça, tu presses ici, elle fera ça, il explore un tout petit peu et il se lasse.
Si l'adulte donne la moitié de la dose, un peu, juste pour savoir qu'il y a des choses à découvrir, mais pas tout, l'enfant, il va passer beaucoup plus de temps à explorer. Donc, c'est vrai qu'il y a ce rôle du trop de connaissances sur le fait de se bloquer sur ses concepts et de ne pas avoir cette curiosité, cette envie de se mettre en discussion, d'aller chercher encore, d'explorer encore. C'est vrai que pour tous, c'est vrai aussi pour les adultes. Mais sans connaissance, notre capacité à évaluer si quelque chose est plausible ou pas, donc il faut distinguer. Quand je dois évaluer si une chose est plausible, si j'ai beaucoup de connaissances, j'ai plus de chances de mieux le faire. Si on me dit, ce cristal possède une énergie qui va te permettre de te guérir si tu le portes comme ça. Si je ne sais rien sur le cristal, si je ne sais rien sur l'énergie, cette affirmation peut me paraître totalement plausible. Où est le problème? Si je connais des choses sur l'énergie, il ne me paraît pas assez plausible. Mais il ne faut pas confondre le fait d'avoir des connaissances et de savoir juger si quelque chose est plausible ou pas avec cet effort de maintenir nos élèves curieux. Dans l'envie d'en savoir plus et dans l'idée de se dire, j'en sais pas encore assez. Il faudra aller plus loin. Il faudra rester effectivement ouvert, surtout sur les choses sur lesquelles j'en sais peu. Très difficilement, vous allez me faire changer d'idée sur le fait qu'il y a une force de gravité. Très, très difficilement. Je ne vous dis pas que c'est impossible, hein. Ce n'est pas une foi. Je pense avoir suffisamment de données ou que la Terre est ronde. Okay? Difficile de me faire changer d'idée sur ça. C'est possible. Je reste ouverte, mais franchement, je ne suis pas aussi ouverte sur la forme de la Terre que je le suis sur le modèle standard en physique, sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de choses, sur lesquelles moi, j'en sais rien, et sur lesquelles je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc, vous voyez, il faut avoir la capacité de fournir à nos élèves cette finesse de dire, sur certaines choses, allez, c'est plié. Pas à jamais, hein, mais pour l'instant, c'est plié. Il faut vraiment beaucoup pour nous faire changer d'idée. Sur toutes ces autres choses, il faut explorer, il faut y aller. Il faut rester curieux, il faut accumuler et il faut toujours être prêt à changer d'idée s'il y a assez de preuves par rapport à celles que j'ai aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette réponse très complète et la question était posée tout à l'heure, la dernière question, hein, j'ai pas dit, mais c'était Clémence Gaudin qui avait posé cette dernière question. Après, autour de l'école inclusive, il y a une question de Rita Canfour à Armalais. La question est, les enfants à besoins éducatifs particuliers ont-ils la même méthodologie de sélection, donc je pense que c'est d'information, et un fonctionnement similaire concernant l'attitude critique? Alors, compliqué cette question aussi, parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Les enfants à besoins particuliers, ils sont des enfants très différents les uns des autres. Donc, dans des cas comme, je vais faire des exemples simples, hein, un enfant qui aurait des problèmes de lecture ou d'écriture, hein, un enfant qui serait 10 par exemple, hein, je pense sincèrement pas qu'il y ait des différences dans la sélection. On parle d'autres modules, okay, d'autres modules mentaux, d'autres choses qui sont en jeu. Aucune différence, je pense. Mais, quand on met des tâches supplémentaires sur une tâche, on sait que ces enfants-là, ils risquent d'en souffrir parce qu'ils sont déjà en train de gérer leurs tâches. Donc, si un enfant, par exemple dyslexique, a déjà toutes ses énergies sur une tâche d'analyse, de décryptage d'un texte, si on lui demande en plus d'utiliser ce texte pour évaluer l'information, vous allez avoir l'impression qu'il n'est pas bon à évaluer l'information. Mais ce n'est pas vrai. Il est très bon à évaluer la qualité de l'information si vous lui donnez dans un format qu'il analyse facilement, mais quand on passe par l'écrit, il est tellement absorbé dans son truc qu'il a l'air de ne pas être capable de faire la tâche supérieure. Or, sur la tâche supérieure, il est comme les autres, il n'a aucun souci, mais c'est la tâche la plus basique, celle du décryptage, qui est en train de le tirer vers le bas et prendre toutes ses énergies mentales. Donc, parfois, on a l'impression que ces enfants-là ont des problèmes sur les tâches supérieures, alors qu'ils n'en ont pas. Tâches d'esprit critique, ils n'en ont pas, mais ça peut venir. C'est un discours un peu différent sur les enfants qui présentent des troubles du spectre autiste, parce que dans ces cas-là, il peut y avoir un rapport différent à l'évaluation de la source. Ils se font plus confiance à eux-mêmes qu'à une source extérieure. Certains, ils ne sont pas tous pareils, c'est un spectre. Mais voilà, on peut trouver dans ces cas-là, effectivement, des choses qui vont affecter cette capacité d'évaluation de la source, notamment, pas nécessairement des contenus, parce qu'il n'y a pas de raison pour ça. Et merci beaucoup pour cette réponse, Elena. Après, j'aurais deux questions sur les pratiques de classe.
Donc, la première question de Romain Morcelet. Donc, comment faire avec un élève qui, par exemple, n'admet pas ce qu'est la démarche scientifique et, par exemple, porte du crédit à des croyances religieuses? J'ai eu un élève qui me portait crédit, moi en tant qu'homme, mais pas à mes collègues femmes, plus compétentes que moi en plus, point d'exclamation, a-t-il rajouté. Et puis une deuxième question qui est comment faire avec un élève qui, par exemple, n'admet pas que la démarche scientifique, voilà, c'est la première, en fait, ça rejoint la première question sur des élèves qui n'admettent pas ce qu'est la démarche scientifique. Alors, je dis tout de suite, il n'y a pas la solution miracle, hein. Mais ça rejoint ce que je vous disais avant. C'est-à-dire que ce que je vous disais à un certain moment à propos des motivations qui bloquent l'exercice de l'esprit critique. Nous ne sommes pas toujours à la recherche d'une vérité, nous sommes souvent aussi à la recherche d'autre chose, à la recherche, par exemple, de l'appartenance à un groupe. Alors, parfois, quand nous expliquons les sciences, par exemple, ou nous mettons nos élèves au travail avec des sciences, nous créons un conflit sans le vouloir, hein, ce n'est pas notre faute, un conflit qui existe par ailleurs entre leur appartenance à un groupe et ce que nous sommes en train de leur fournir. La méthode, il n'y a rien de mal pour eux à cela, tant qu'ils ne perçoivent pas qu'elle pourrait les mettre en conflit avec leur groupe d'appartenance, par exemple leur groupe religieux. Une stratégie, c'est donc celle de vraiment séparer les choses, d'expliciter qu'on n'est pas en train de chercher à créer du conflit avec d'autres parties de leur vie, avec leur vie sociale, mais que ces méthodes-là ont été élaborées au sein de nos sociétés pour résoudre toute une série de petits problèmes, et on peut montrer lesquels, hein, le biais des confirmations, le fait que quand j'observe pas précisément, et que la méthode scientifique sert à ça, et à rien d'autre que ça, à établir avec un peu plus d'objectivité dans des choses du quotidien. Par exemple, s'il y a plus ou moins de moineaux à Paris aujourd'hui. On compte, on va observer à plusieurs endroits. Donc, partir de choses qui n'ont pas de valence autre que celle de la méthode scientifique pour éviter de déclencher celui qui a un conflit qui n'a rien à voir avec la méthode scientifique, mais qui a un conflit qu'ils perçoivent avec leur identité. Et leur identité, on n'a pas envie nécessairement de la toucher. On a envie qu'ils puissent se sentir à l'aise à l'école, à l'aise à la maison, sans qu'il y ait un conflit entre les deux et sans mettre les parents non plus dans une situation de percevoir que l'école, c'est le lieu ennemi en quelque sorte. Donc, partir de quelque chose qui ne brûle pas, moi je dirais, et chercher à faire cet exercice de séparation entre les valeurs, entre l'appartenance au groupe, vraiment, parce que là on parle de religion, mais c'est plus général que ça. C'est, je vous dis qu'il y a les Illuminati parce que mes 5 amis, ils croient aux Illuminati. Je m'en fiche si c'est vrai ou pas, mais je veux faire partie du groupe des 5 amis trop cool qui, par ailleurs, pensent qu'il y a les Illuminati. Donc, mais c'est très difficile. Hein. C'est l'une des raisons pour lesquelles votre métier est le plus difficile du monde. Hein. Bien, merci. Alors, il se trouve que pendant que pendant que tu répondais aux différentes questions, il y en a encore à peu près une dizaine ou une quinzaine qui se sont rajoutées. Donc là, il est maintenant 15 heures passées. Et je pense qu'on va arrêter ici cette conférence. Et voilà, en te remerciant beaucoup, Elena, pour ces échanges. Et voilà, et aussi remercier toutes les personnes qui nous ont suivis, la qualité des questions qui ont été posées, et aussi toutes celles auxquelles tu auras à répondre par la suite. C'est moi qui remercie beaucoup. Ces questions sont indispensables pour nous pour avancer dans le travail du groupe de travail du conseil scientifique. Je vous ai dit, c'est un groupe de travail collaboratif avec les enseignants. Ce sont ces questions et vos considérations qui vont le faire avancer. Donc, partagez, vous aurez mon email, partagez, échangeons, continuons à rester en contact parce que pour moi, c'est fondamental. Donc, je vais vous embêter par la suite. C'est ça. Merci encore.